Salut, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va apprendre Fusion à partir de vraiment du début. Bien sûr, alors on verra pas tout, mais ça nous donnera déjà des très bonnes bases pour commencer avec cet outil avec lequel on peut composer des images avec des effets spéciaux, des graphiques animés, du texte, de la 3D et plein d'autres choses. Et comme pour tous les autres tutos, on va prendre le temps de bien détailler les choses. Alors avant de commencer, comme d'habitude, sachez que vous pouvez retrouver tous mes tutos classés par thème sur une page dédiée de mon site internet. Je vous mets bien sûr le lien en description et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et si vous souhaitez cliquer sur le petit merci avec le petit dollar, eh bien ça fait toujours plaisir. Tout cela permettra de faire avancer la chaîne et de vous proposer encore plus de contenu. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer Fusion, c'est qu'on a plusieurs possibilités pour envoyer un plan directement dans Fusion. Soit on va travailler sur un plan déjà défini, c'est-à-dire par exemple je prends ce plan-là, il suffit que je mette ma tête de lecture directement sur le plan et j'ouvre directement dans Fusion. Après on va avoir d'autres possibilités. Si par exemple on a des plans superposés, ce sera le plan supérieur qui sera prioritaire par rapport au plan d'en dessous. C'est-à-dire que si je mets ma tête de lecture, eh bien je vais ouvrir directement le premier plan dans Fusion. Mais si je veux travailler sur le plan du dessous, eh bien je vais tout simplement me mettre sur le plan, je vais faire un clic droit et je vais faire ouvrir dans la page Fusion. On a aussi la possibilité de travailler sur une composition vide. Pour cela, on va se mettre un tout petit peu plus loin. On va aller dans Effets et logiquement, ça doit se trouver dans OpenFX. Alors, si vous ne trouvez pas, parce qu'il y en a quand même pas mal de choses, vous allez sur Recherche et vous tapez directement Composition ou Compo ou Composition Fusion, comme vous voulez. Alors, moi, je sais que je l'ai mis directement dans mes favoris. Donc, je vais aller dans ma boîte à outils et je vais aller chercher Fusion et je vais le déplacer sur ma timeline. Donc, quand je vais cliquer dessus, eh bien, je vais l'ouvrir dans Fusion. Autre possibilité, on n'est pas obligé de passer par une timeline. Si par exemple, je veux créer une composition Fusion que je vais me réutiliser dans un autre montage, je vais sur un de mes dossiers. Donc là, ici, je vais aller par exemple sur titre personnalisé et je vais faire un clic droit et je vais faire nouvelle composition Fusion. On va avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler démo. Je vais bien vérifier ma fréquence d'image. Donc 25 images secondes, c'est ce que je cherche. Et la durée. Donc là, je vais garder 5 secondes. Je fais créer et j'ai créé directement une nouvelle composition Fusion qui ne se retrouve pas dans ma timeline. Pour l'ouvrir, je clique dessus et je le retrouve directement dans la page Fusion. Maintenant, on va faire une petite présentation de notre espace de travail. Alors, pour avoir quand même quelque chose de mieux, je vais aller directement sur le plan ici. Je vais me mettre sur celui du bas et je vais faire ouvrir dans la page Fusion. Voilà, je vais me retrouver donc avec mon plan comme tout à l'heure. On va commencer par en haut à gauche. En haut à gauche, on va retrouver bien sûr, comme d'habitude, comme dans les autres onglets, on va retrouver notre bibliothèque. Ça va nous permettre d'importer des médias comme des logos, des plans, etc. Toujours avec du drag and drop, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple ce PNG là et je vais l'amener directement dans ma fenêtre ici, ça va se transformer en nœud, et le nœud après, eh bien, je peux le connecter directement à un autre nœud, mais ça on verra ça aussi tout à l'heure. Ok, ça je l'efface. Juste à côté, on va avoir les effets. Les effets, ça va être la liste bien de tous nos nœuds possibles, inimaginables. Donc là aussi, ça fonctionne bien en drag and drop, c'est-à-dire si je veux cet effet l'amener directement dans ma fenêtre de nœud, eh bien je peux l'amener directement, voilà, en le faisant glisser, et après je peux le connecter. Mais tout ça, après, on le verra en suivant. Il y a une autre possibilité, si on connaît déjà le nom du nœud que l'on recherche, on peut se mettre sur la fenêtre de nœud, faire Maj ou Shift espace, et on va se retrouver avec ce menu-là, et là on peut taper directement le nom, par exemple là j'ai noté merge, je fais ajouter, et j'ai ajouté directement un merge, dans ma fenêtre de nœud. Juste à côté des effets, on va avoir les plans. Là, on va retrouver tout notre timeline, voilà, qu'on a de l'autre côté. Donc, je peux me mettre sur ce plan-là si je veux travailler sur celui-ci, ou voilà, par exemple sur celui-ci. Donc, moi, je vais retourner sur celui-là. Et juste à côté, on va avoir nœud, ce qui va nous permettre d'afficher ou non la fenêtre de nœud. Si on part sur la gauche, ici, on va avoir spline. Alors, spline, c'est notre outil de courbe. C'est ici que nous allons pouvoir agir sur les courbes de nos points clés pour donner de la fluidité, par exemple. Juste à côté, on va avoir justement les points clés. C'est là où on va retrouver tous les emplacements sur les nœuds de nos points clés. Bon, pour l'instant, on n'en a pas, donc ça, on va le fermer. On va fermer image clé et on va fermer spline. Et juste à côté de spline, on aura les métadonnées. Les métadonnées, comme dans les autres onglets, eh bien, ce sont nos informations de plan. Donc ça, c'est pareil, je vais le fermer. Et juste à côté de métadonnées, là où on va travailler le plus sur nos nœuds, ça va être l'inspecteur. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est pareil, on va voir ça dans quelques secondes. Maintenant, intéressons-nous à nos viewers. Alors, comme vous pouvez le voir, on a la possibilité d'avoir deux écrans. Généralement, sur le deuxième écran, on peut mettre l'image finale, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire le media out, c'est-à-dire notre sortie générale. Et sur le premier écran, on a la possibilité aussi de mettre ce que va contenir un nœud. Pour voir le contenu du nœud, on a la possibilité de prendre directement le nœud
et de l'envoyer directement sur cet écran. Donc on aura ce que contient ce nœud-là. Mais on a d'autres possibilités aussi. C'est-à-dire qu'on a en dessous de chaque nœud, vous voyez, on a deux petits ronds ici. Le premier va correspondre au viewer 1 et le deuxième va correspondre au viewer 2. Pour l'instant, on a la même image en entrée et en sortie, donc on ne voit pas trop la différence. Ou alors, on a la possibilité, en étant sur un nœud, de taper 1 si on le veut dans le viewer 1, ou alors 2 si on le veut dans le viewer 2. Et de toutes les façons, sous chaque nœud, eh bien, on a toujours, vous voyez, ces petits points ici. Donc là, je vais mettre le media out en 2, donc je peux cliquer directement sur le petit point et je me retrouve avec mon media out, donc directement dans mon viewer numéro 2. Ici, rien de très compliqué. Au niveau des paramètres pour pouvoir naviguer dans l'image, eh bien, on a commande et molette pour pouvoir agrandir directement l'image. Si on a la molette toute seule, on va pouvoir déplacer l'image vers le haut ou vers le bas. Et si on appuie sur la molette en se déplaçant, eh bien, on va pouvoir déplacer l'image à droite ou à gauche. Ok, donc ça, je vais remettre directement en ajusté. On aura aussi la possibilité entre les deux viewers eh bien, de pouvoir agrandir ou diminuer. Par exemple, je vais prendre le premier plan ici. Bon, c'est le même, hein, bien sûr. Vous voyez, entre les deux, je vais pouvoir agrandir un côté ou agrandir l'autre. Voilà, hop, je vais me remettre à peu près au milieu. Et là, on est OK. Alors, pour ceux qui trouvent un petit peu gênant eh bien, de faire commande et molette pour pouvoir zoomer directement dans l'image, c'est vrai que généralement, on fait juste avec la molette. On va dans Fusion, dans Paramètres de fusion, et on va aller dans Interface utilisateur, et on va décocher commande. Alors si on décoche commande, ça va en cocher un autre, alors on va sur ignorer, clac, 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 jusqu'à temps qu'en fait on n'ait plus rien ici, et une fois qu'on a plus ça, eh bien on fait directement Save. Une fois que c'est sauvé, eh bien on va directement pouvoir zoomer juste avec la molette. Ça c'est pour la petite explication. Ok, moi je vais me remettre quand même sur commande, et je vais faire Save. Au niveau des viewers, on a aussi en haut de chaque viewer, en fait, des petits icônes. Donc on va s'intéresser juste à celui de droite, parce que de toute façon, c'est les mêmes de chaque côté, pratiquement. Le premier, ça va être Fit. Fit, ça va permettre de réajuster mon image, ou alors on a la possibilité de le mettre à 25%. Bon, c'est un petit peu petit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Fit, c'est-à-dire un ajustement. Et voilà. Juste à côté de Fit, on va voir le buffer, parce qu'en fait, sur cet écran, on peut avoir deux images. Alors, pour vous donner une explication, à la base, ici, dans le buffer, on a en A, on a obligatoirement notre image, celle de Media Out. On peut avoir une deuxième image, c'est-à-dire si je me mets sur le buffer B, je vais mettre ici buffer B. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Je vais aller dans ma bibliothèque d'images et je vais aller chercher cette image, par exemple, et je vais la mettre ici. Et je vais la faire glisser dans mon buffer B. Donc je me retrouve sur le même écran avec deux images, une en A, une en B. Je peux naviguer entre les deux, c'est-à-dire avoir ma première image ou avoir ma deuxième image, ou alors je peux l'avoir en deux, c'est-à-dire une partie une image, une partie l'autre image. Voilà, et après je peux naviguer entre les deux. C'est quelque chose qui peut être utile. Donc je vais retourner directement moi sur mon buffer A parce que de toute façon c'est là où j'ai bien mon image de sortie. Je vais supprimer celui-là et juste à côté on va avoir le subviewer. Le subviewer ça va permettre d'afficher des informations comme un histogramme par exemple. Voilà, je vais aller chercher l'histogramme de mon image. Où est-ce que c'est? Ça va être ici. Et je vais avoir l'histogramme de mon image. Je peux avoir aussi l'oscilloscope. Je vais prendre l'oscilloscope. Voilà, je peux avoir toutes ces informations-là. Si je ne veux pas les afficher, je clique directement sur le petit icône ici, et clac, et voilà, ça ne s'affiche plus. En partant sur la droite, on va avoir ce qu'on appelle ROI. ROI, ça veut dire Region of Interest. Si on travaille sur une image, par exemple, qui est très très grande et que notre travail concerne qu'une toute petite partie, on va faire juste une sélection de la zone et ça va permettre à l'ordinateur que de calculer au niveau de cette zone-là. Donc ça va permettre de gagner un petit peu en mémoire. Si on a un ordinateur quand même qui est assez lent, ça peut être utile. Pour faire l'expérience, je vais faire régler et je vais choisir une zone. Par exemple, si je veux travailler que sur ce pylône-là, je sais que l'animation que je vais faire eh bien, va concerner que cette zone ici. Donc au lieu de calculer lui sur toute la zone, je vais juste sélectionner cette zone-là et en fait le travail se fera pratiquement qu'ici. Donc moi de mon côté, je n'aurai plus qu'à agrandir un petit peu mon image, me déplacer un petit peu comme ça va me permettre de travailler juste ici. Alors ici, on a par défaut. Par défaut, je ne sais pas trop ce que c'est, donc pour l'instant, ça reste un petit mystère. Juste à côté, on va avoir le Show Color Channel, ce qui va nous permettre d'afficher certains canaux de couleurs, voilà, si on en a besoin. Juste à côté, on va avoir la possibilité d'afficher des luttes sur notre image. Si par exemple, notre image n'a pas été étalonnée, et si on veut voir ce que ça va donner en fait au final, eh bien, on peut aller chercher directement une lutte par ici. Voilà, ça aussi, ça peut être utile. Juste à côté, on va avoir ce petit carré qu'on retrouve pratiquement sur tous les autres onglets, surtout sur l'onglet de montage. Eh bien, ça va permettre d'avoir juste un seul viewer. Donc là, par exemple, vous voyez que généralement, j'ai le viewer numéro
2 qui s'affiche. Donc on a notre sortie finale ici. Je vais retourner sur The Viewer et juste à côté, avec les 3 petits points, on a aussi un autre menu, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. En allant maintenant sous nos viewers, on va retrouver la durée de notre composition en nombre d'images. On sait bien maintenant que de toutes les façons, notre tête de lecture, eh bien, c'est le trait rouge. Le début de notre composition, eh bien, c'est le premier trait jaune qui est sur la gauche. Et la fin de notre composition est le trait jaune sur la droite. On peut le voir aussi ici. Donc, le premier trait jaune, il est à 0 et le dernier, il est à 912 images. Donc, on sait que notre composition dure 912 images. Mais si on veut faire, par exemple, juste un effet sur, on va dire, sur quelques images, on n'est pas obligé de lire le plan complètement. Donc, on peut déplacer le trait jaune ici. Alors, ouais, il suffit juste de bien l'attraper. Voilà, je vais déplacer le trait jaune. On va dire que l'animation va commencer à partir de cette image, sur ce plan, et s'arrêter à cette image-là. Donc, je vais mettre ma tête de lecture ici. Pensez bien sûr, à mettre la boucle ici. Si je fais lecture, il va me lire directement entre les deux. Ok, donc je vais ramener ça ici et je vais ramener ça à droite. Et ma tête de lecture, on sait où elle est placée en regardant ce chiffre-là. Donc je sais que ma tête de lecture, elle est à la 486e image. Juste en dessous, on va avoir tous nos outils pour travailler dans la fenêtre de nœuds. Alors là, il n'y en a que quelques-uns. Bien sûr, quand on va dans les effets, on va en retrouver beaucoup plus, qu'on peut déplacer aussi dans notre fenêtre de nœuds. Ce menu-là, il est par défaut. Si vous voulez rajouter des nœuds avec lesquels vous travaillez très souvent, il suffit de vous mettre par exemple à côté, de faire personnaliser et d'aller créer une barre d'outils, vous donnez un nom à cette barre d'outils, et dans ces cas-là, cette barre d'outils-là, vous allez pouvoir la modifier, parce que la barre d'outils par défaut, celle-là, vous ne pouvez pas la modifier. Donc, vous vous mettez après sur la barre d'outils que vous avez créée, là après, vous pourrez rajouter les nœuds que vous souhaitez. Voilà, c'est pour la petite histoire. Tous ces nœuds-là, pour l'instant, on va pas y regarder, le mieux, c'est de faire ça avec des exemples. Maintenant, on va s'attaquer à notre fenêtre de nœuds, et là, on va donner des explications un peu plus claires sur l'organisation de ces nœuds et comment ça marche. Fusion, eh bien, c'est un système fonctionnant avec des blocs, avec des nœuds, et chaque nœud représente une opération sur une image ou une vidéo. On va avoir plusieurs sortes de nœuds. On va avoir des nœuds de médias, comme par exemple mon média in ici, et on va avoir aussi du média out, donc ça va être notre sortie vers la timeline, ça va être notre entrée, on va dire, dans notre cas, notre fond, mais il y aura aussi d'autres médias qu'on va pouvoir connecter entre les deux. Il y aura des nœuds de transformation, comme Transform, qui va permettre de redimensionner ou pivoter des éléments. On aura les nœuds de traitement d'image, comme pour mettre du blur, du brightness, du contraste. On aura aussi des nœuds de dessin, comme Text, Paint, pour pouvoir peindre directement avec un stylet, ou alors Form, pour dessiner directement des formes. On aura aussi des nœuds de fusion, comme Merge. Celui-là, on va s'en servir très souvent. Et en dehors de ça aussi, on aura les nœuds 3D, mais ça, nous verrons ça peut-être dans une prochaine vidéo. Pour faire simple, on va dire que ça fonctionne un peu comme un système de couches. Mon média in, ici, mon premier média qui va être le plus à gauche, eh bien, ça va être ma première couche, c'est-à-dire celle qui va être à l'arrière. Pour mieux comprendre, je vais mettre mon média in en dessous et mon média out au-dessus, pour faire un peu une analogie par rapport à Photoshop où on rajoute des couches les unes au-dessus des autres. Donc j'ai bien en dessous mon fond, au final, eh bien, j'ai bien mon media out qui va m'emmener directement voilà, le résultat sur ma timeline. Et entre les deux, je vais pouvoir connecter bien d'autres nœuds, d'autres éléments ou des effets. Ainsi, tout ce que je vais ajouter va se superposer à mon image de fond. Je vais prendre par exemple un effet de blur comme celui-ci et je vais le connecter entre les deux. Alors, on peut connecter maintenant dans les dernières versions, on peut connecter directement en déplaçant le nœud, en le mettant entre les deux. Pour l'instant, on ne voit rien. Donc, je vais aller dans l'inspecteur et je vais monter un petit peu mon blur. Et vous voyez que donc mon blur a été rajouté au-dessus de mon image. Jusque-là, rien de très compliqué. Ainsi, si je veux ajouter au-dessus de mon image une autre image ou un dessin ou un texte, eh bien, je peux le faire. Mais par contre, je ne peux pas le faire n'importe comment. Si je prends du texte, donc je vais aller chercher du texte ici sur la petite lettre T et je vais le déplacer sur une fois que je suis sur la fenêtre de nœud, ça serait bien que je puisse le connecter directement au-dessus. Mais avec le texte, ça va être un petit peu différent. Vu que c'est un élément en plus, il va falloir que je le fusionne à tout l'ensemble. Et pour le fusionner, on va utiliser ce qu'on appelle le merge, c'est-à-dire fusion en anglais, enfin fusionner en anglais. Donc je vais utiliser mon merge ici et je vais venir le connecter entre les deux. Ainsi, je vais pouvoir connecter ici mon texte. Et je vais dans l'inspecteur et je vais taper mon texte qui s'appelle démo. Je vais le mettre en majuscule, ça sera un peu plus joli. On l'a plus, démo. Et donc mon texte vient de ce
positionner au-dessus de mon blur. Si je suis le même raisonnement, j'ai envie maintenant de rajouter sous mon texte un petit rectangle pour qu'on voit un petit peu mieux le texte. Pour créer un rectangle, il y a plusieurs solutions. Donc, on va faire avec le système du background, c'est-à-dire qu'on va prendre le background et on va venir le placer ici. Et comme ce background, eh bien, je le veux qu'il soit dessous le texte, eh bien, je vais aller le connecter avec un merge aussi, juste à la sortie du blur. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs possibilités de créer un merge. Là, de toute façon, le background, eh bien, il va falloir aussi créer un merge pour pouvoir le connecter. Au lieu d'aller chercher le merge, on a aussi la possibilité, eh bien, de connecter la sortie du background à la sortie de notre blur. Et je me retrouve avec un merge aussi pareil. Donc là, le background, le principe du background, c'est que ça va nous faire directement un fond d'une certaine couleur. Ici, notre background, il est noir. Je peux changer la couleur si je veux. Je peux mettre du rouge, par exemple. On va le mettre en rouge, parce qu'on va faire quelques petites choses juste après. Cette couleur prend l'intégralité de mon écran. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle un masque pour créer un rectangle. Je vais prendre ici un masque rectangle et je vais le mettre juste avant. Et comme c'est un masque, eh bien, je vais prendre la sortie de mon rectangle et le connecter à l'entrée masque. On va voir aussi tout à l'heure un petit peu les couleurs. Et donc, maintenant que j'ai fait un rectangle, on voit que on a déjà une première version de mon rectangle basique qui est sous mon texte. Alors, je vais pouvoir changer la largeur en allant dans l'inspecteur du rectangle et je vais pouvoir aussi changer la hauteur. Pour bien comprendre l'effet du masque, je vais mettre mon masque directement dans le Viewer 1. La partie blanche va rendre visible mon background et la partie noire va cacher le background. Donc, si je change la longueur, vous voyez que sur le masque, on voit bien que le masque change lui aussi en même temps. En restant sur mon masque et en allant dans l'inspecteur, donc je peux changer bien sûr la largeur, la hauteur. Je peux aussi changer la courbure des coins. Je peux changer légèrement la courbure des coins. Ou tout simplement, au lieu de faire quelque chose de rempli, je peux faire juste un contour. Il suffit d'aller décocher cette case remplie. Et là maintenant, au niveau de la largeur, je peux changer directement la largeur. Et vous voyez que mon masque prend aussi la forme. Donc tout ce qui est blanc, en fait, eh bien, on a la couleur de notre background. Alors, je vais peut-être le diminuer un tout petit peu, le contour. Et dans quelques minutes, on va pouvoir animer justement ce contour en rajoutant des points clés en début et en fin pour pouvoir animer notre forme. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc, je vous ai empilé en fait les nœuds de cette façon pour bien voir la superposition. Mais vous en conviendrez que si on restait empiler les nœuds comme ça vers le haut, et si on a un grand nombre de nœuds, ça va devenir compliqué. C'est pour cela que dans DaVinci, on travaille de gauche à droite. Donc, je vais tout replacer correctement. Hop, je mets donc mon media in vers la droite. On a mon texte qui est ici. On va déplacer mon merge de background, on a notre background, on a notre rectangle, et on a notre blur, et on a notre media in. Je vais vous parler maintenant des entrées et des sorties des nœuds. Alors on peut repérer que sur chaque nœud, eh bien, il y a des flèches de couleur. La flèche verte, eh bien, elle va correspondre à une entrée de foreground, c'est-à-dire au-dessus, et la jaune va être une entrée de background. Donc on voit bien que cette flèche-là vient eh bien, du côté gauche, c'est-à-dire du background. Ici, flèche verte, donc on est bien sur une entrée foreground et aussi pareil ici pour le texte, on est sur une entrée foreground. Et le rectangle, lui, comme c'est un masque, eh bien c'est une entrée masque et tout ce qui est carré gris, eh bien c'est nos sorties qui vont entrer directement soit sur une entrée background, soit sur une entrée foreground. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de flèches et des couleurs change en fonction de l'action de ces nœuds. Un masque de forme, par exemple, n'aura qu'une entrée masque et une sortie. C'est tout, il n'aura pas une entrée background. Tandis qu'un effet, par exemple, une courbe de couleur aura des entrées et des sorties différentes. Par exemple, si je prends une courbe de couleur, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre celle-ci par exemple, ou l'étalonnage. On voit ici, vous voyez, qu'on a du background, on a du foreground, on peut mettre un masque par-dessus, et on aura aussi une autre entrée qui va être correspondance de masque. Et quand on avancera dans DaVinci Resolve, on trouvera aussi des entrées violettes et des sorties rouges, mais ça sera un petit peu plus tard. Et bien sûr, on peut, pour une question d'organisation, eh bien renommer nos nœuds. On peut faire directement un clic droit. Donc mon texte, je vais faire un clic droit, je vais faire renommer, et je vais le renommer, je vais l'appeler démo. On a aussi la possibilité, soit, alors pour certains d'appuyer sur F2, moi dans mon cas ça va être fonction F2, et vous voyez que je peux aussi renommer mon texte ici. Autre petit raccourci aussi, si vous voulez désactiver un nœud, sur PC je crois que vous faites CTRL P, mais sur Mac, nous on va faire commande P. Et
et on va désactiver le nœud. Vous voyez que j'ai désactivé le blur. Et si on veut remettre tout simplement le blur, on fait commande P. Et juste avant d'attaquer un exemple où là on va traiter bien des images clés et des splines, c'est-à-dire des courbes, je vais juste vous parler des groupes. Alors tout cet ensemble-là, vous voyez, quand on a des présentations qui commencent à être un petit peu chargées, qu'on veut regrouper certains éléments, il suffit de les sélectionner, de faire soit un clic droit et de faire groupe, je vais faire commande Z, hop, soit de faire commande G. Et on se retrouve avec un groupe. Et ce groupe-là, eh bien, de toute façon, comme un petit peu tous les autres nœuds, on va pouvoir cliquer ici et on va pouvoir le renommer. Donc, je vais l'appeler groupe démo. Ce groupe aussi, si je double-clique dessus, eh bien, je vais pouvoir le déployer. Et en même temps, si je vais dans l'inspecteur, eh bien, je vais pouvoir changer soit sa couleur. Si je le mets en violet, hop, vous voyez que j'ai une petite barre violette juste au-dessus. Et je peux rajouter des commentaires, par exemple, de construction ou des éléments que j'ai besoin de rajouter un petit peu plus tard. Ok, voilà pour ça. Et si je veux bien sûr dégrouper tout ça pour retour recommencer ou refaire d'autres manipulations, eh bien je fais tout simplement dégrouper. Maintenant que nous avons vu quelques bases et quelques nœuds, nous n'avons pas encore vu comment animer tout ça, c'est-à-dire utiliser les images clés et les courbes. Alors le mieux c'est de prendre un exemple concret, donc je vais retourner dans ma timeline, je vais créer une nouvelle composition, j'en avais créé une ici, j'ai rien dedans, ben c'est parfait. Je vais prendre celle-ci et je vais l'ouvrir directement dans Fusion. Je vais prendre un petit peu la même idée que j'avais dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que je vais mettre un background, je vais rajouter un masque dessus, je vais rajouter du texte et en fait le background, eh bien, ça va être juste le contour de mon texte. Et tout ça, eh bien, je vais faire venir mon texte de la gauche et au moment où mon texte arrive, eh bien, j'ai envie que le contour se dessine autour de mon titre démo. Donc on peut y aller. Donc je vais créer mon background. Autour de mon background, donc comme tout à l'heure, eh bien, je vais mettre un masque rectangle, je vais le connecter directement à mon background. Bon, je changerai la taille après. Ici, c'est pareil, je vais aller chercher du texte que je vais connecter. Donc on peut le faire aussi en connectant les sorties. Clac, ça me crée directement un merge. Le texte, je vais l'appeler démo. Je vais le faire un petit peu plus grand pour qu'on voit bien après l'animation. Là, je vais le faire comme ça. Donc je vais modifier maintenant mon rectangle. Je vais diminuer un peu la largeur et je vais diminuer un petit peu la hauteur. Je vais mettre une petite courbure point pour que ça fasse joli. Et maintenant, je vais effacer remplir et je vais le mettre comme ça. Je vais même changer la couleur. Je vais prendre une petite couleur un petit peu plus criante. Je vais prendre du rouge. Donc là, j'ai créé mon contour. Nous avons donc maintenant notre titre et notre contour. Maintenant, on va animer tout ça. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, je vais me positionner donc à mon image de fin. Donc, je vais dire que l'animation va se terminer, on va dire, à l'image 40. Je vais déjà prendre mon texte. Donc, je sais que mon texte, eh bien, je veux qu'il se déplace de la gauche vers la droite. Je vais aller sur le texte. Je vais aller dans Disposition et je vais mettre au niveau de centre X et Y, eh bien, je vais mettre un point clé parce que ça sera ma destination finale. Je vais déplacer ma tête de lecture au début, c'est-à-dire à 0. Et là, par contre, je vais déplacer mon X vers la gauche jusqu'à temps qu'on ne voit plus mon titre démo. Et automatiquement, vous avez vu, ça m'a mis déjà un point clé. Et maintenant, on peut voir que sur ma ligne de temps, une petite barre blanche qui indique la position d'un point clé. Alors le premier, on ne le voit pas parce qu'il est caché directement derrière. Si on la voit un petit peu ici, elle est là. Clairement, au début, c'est toujours un petit peu caché. Ok, maintenant qu'on a ça, on va s'attaquer à notre rectangle. Donc si je fais une petite animation de l'ensemble, vous voyez que mon texte se déplace de la gauche vers la droite. Maintenant, je vais travailler sur mon rectangle. Donc je vais me positionner sur mon rectangle. Je vais animer cette ligne. Donc je sais qu'à la fin, je vais me placer sur le texte, je vais voir où est. Alors il se termine à 40, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu plus loin, que ça se termine un petit peu après. Je vais le mettre là. Mais de toute façon, les points clés, on va pouvoir les déplacer aussi après, de toutes les façons. Donc je vais me mettre sur mon rectangle, et là c'est pareil, la longueur, eh bien je vais mettre un point clé ici, et je vais déplacer. Alors je vais me déplacer peut-être un petit peu plus loin, pas me mettre au début, je voudrais que ça commence à s'animer, on va dire, quand une démo commence à arriver juste ici. Et donc maintenant, eh bien je vais déplacer longueur. Donc si je lis mon animation, vous voyez que hop, ça s'affiche ici. Donc si je veux le lire en boucle, je vais déplacer la fin de mon truc ici, et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire une petite lecture. Hop. Mais c'est pas terminé. On peut remarquer que le mouvement reste assez, on va dire mécanique, c'est pas très très fluide. Pour le rendre un peu plus fluide, on va aller en haut dans les splines, ce qu'on appelle les courbes. On va se retrouver donc avec tous nos éléments où on a placé des points clés. Donc pour l'instant, aucun ne sont activés parce qu'on peut les activer les uns après les autres. Donc moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est d'utiliser la longueur du rectangle. Si on veut mieux visualiser, on va sur ce petit rectangle ici, on clique dessus et maintenant, je vais pouvoir voir mes points d'entrée et mon point de sortie. Pour lisser tout
ça, on a la possibilité de sélectionner tout l'ensemble et on va faire ici la version la plus simple, c'est-à-dire qu'on va faire un clic droit, on va aller sur lisser. Et maintenant, on voit que mon animation, vous voyez, elle est lente au début, hop, ça accélère et elle est lente à la fin. Donc ça va la rendre un petit peu plus fluide. Je vais lire tout ça. Voilà, ça, pour l'instant, je l'ai fait sur le rectangle. Maintenant, je vais le faire sur le texte aussi. Donc, je me mets sur le texte, je vais décocher tout ça et je vais aller sur texte et sur déplacement. Et là, pareil, je vais essayer de regrouper l'ensemble. Je vais sélectionner mes points clés et je vais faire un clic droit et je vais faire lisser. Et là, c'est pareil, vous voyez que voilà, ça démarre doucement, hop, ça accélère et ça finit doucement. Donc maintenant, si je lis l'ensemble, ça va nous donner ça. Maintenant, on voit qu'il y a peut-être un petit décalage qu'on peut changer. Je vais décocher mes courbes et je vais aller dans mes images clés. Et mes images clés, ça va être un petit peu le même principe. C'est-à-dire que si je veux voir les images clés de mon rectangle, je vais les voir ici, donc c'est sur la longueur. Et là maintenant, si je veux déplacer une image clé, il suffit que je clique sur cette image clé. Logiquement, elle va se mettre un petit peu en jaune et je peux me déplacer. Maintenant, si je lis mon animation, vous voyez que le rectangle va se terminer un petit peu plus tard. Le problème, c'est que j'ai déplacé la fin de ma boucle, donc on va la mettre un petit peu plus loin, on va la mettre ici, et vous voyez que maintenant j'ai mon animation. Voilà. Bon, c'est vraiment très très basique, mais c'est vraiment pour vous expliquer le principe. Et on aura aussi la même chose, si on va sur le texte, on va pouvoir changer la position bien, de nos points clés. Si celui-là, par exemple, si je vois que l'animation est un petit peu, on va dire, trop longue avec l'arrivée de mon texte, je clique sur mon image clé, je vais la reculer un tout petit. Donc mon animation, maintenant, ça va donner ça. Au niveau de mon texte aussi, je peux améliorer un petit peu les choses, c'est-à-dire que je peux aller directement dans mes courbes. Je vais fermer mes images clés, je vais retourner sur mon texte, je vais afficher la courbe et le texte, à la limite, je peux lui donner un petit effet de rebond. Donc là, je vais me mettre sur ma courbe, je vais, avec ma souris, rajouter un petit point clé. Donc je vais prendre ce point clé et je vais juste le déplacer un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais le remonter un tout petit peu et logiquement, je vais avoir un espèce de petit effet de rebond, vous voyez, comme ça, juste à la fin de l'arrivée de mon texte. Juste avant d'en terminer avec ce tuto sur les bases de Fusion, je vais fermer mes courbes ici et on va juste parler rapidement d'exportation. Si je veux exporter cette composition Fusion, je fais tout simplement dans Fichier, je vais sur Exporter, Composition Fusion, et là je vais pouvoir l'exporter dans le fichier que je souhaite, tout simplement. Je vais l'enregistrer, donc pour l'instant je l'ai mis sur le bureau. Et si je retourne dans ma timeline, si je veux réutiliser cette composition Fusion, il suffit que j'aille créer une nouvelle composition. Ça peut être aussi dans une nouvelle timeline. Donc si je l'ouvre dans Fusion, je vais me retrouver avec une composition qui est vide. Il suffit maintenant que j'aille dans Fichier, Importer, Composition Fusion. Je vais la chercher sur mon bureau. Je fais Ouvrir et je retrouve ma composition Fusion. Deuxième méthode, on peut le faire directement aussi de notre timeline. Si on a créé une composition Fusion sur notre timeline, par exemple celle-ci, il suffit que je prenne la composition Fusion et je la fais glisser dans un dossier et je retrouve la compo ici. Et aussi, on a la possibilité d'exporter cette composition en fichier texte. Ça peut être utile, c'est bien de le savoir. Donc je vais sélectionner tout simplement mes éléments, sauf le media out, bien sûr, et je vais faire un CTRL-C. Je vais aller ouvrir mon bloc-notes, hop, je vais déplacer ici, je vais effacer ça, je vais faire un CTRL-V, et je me retrouve, voilà, avec mon texte. Et même principe, si un jour j'ai besoin de refaire une composition Fusion avec justement ces éléments-là, je vais me mettre par exemple sur ma timeline, je prends une composition Fusion, cette composition Fusion, je vais l'ouvrir dans Fusion, et il suffit que j'aille chercher mon texte dans mon bloc-notes, je fais un CTRL-A, un CTRL-C, je vais le déplacer un petit peu plus loin, et maintenant j'ai plus qu'à faire CTRL-V, et j'ai plus qu'à connecter mon ensemble, et voilà, et je retrouve mes éléments. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est terminé pour la découverte des bases de Fusion dans DaVinci Resolve. On se retrouve dans un nouvel épisode. Salut, ciao!